Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Les hauts fonctionnaires et l'Europe. Messieurs les Anglais, tirez les premiers. Comte d'Anterroche, bataille de Fontenoy. L'Europe constitue un enjeu majeur pour la France, et c'est pourquoi elle sera la porte d'entrée de notre réflexion sur la réforme des élites françaises. C'est en effet au sein des institutions européennes que se prennent aujourd'hui nombre de décisions qui engagent l'avenir des Français. La France traverse pourtant un véritable malaise européen, comme si nous ne trouvions plus notre place dans cette construction européenne qui nous est de plus en plus étrangère. Nos élites, intellectuelles, économiques et politiques, continuent malgré tout de vouer un véritable culte à l'idéal européen, sans voir que l'Europe a changé. Deux étant que notre élite, et pour commencer les hauts fonctionnaires français en charge de la politique européenne de la France, portent un autre regard sur une Europe qui est en passe de nous échapper complètement. Avant d'être un idéal prometteur, l'Europe est d'abord un champ de bataille. Les guerres d'influence qui se livrent à Bruxelles mettent face à face des acteurs aux intérêts profondément divergents, déterminés à retirer le maximum de gains du jeu communautaire. Les hauts fonctionnaires français sont en première ligne dans la conduite des affaires européennes de la France. Sont-ils bien armés pour mener des combats dont l'issue détermine la place de notre pays dans une aventure collective qui nous est de plus en plus étrangère? Sont-ils bien préparés à l'Europe réelle? Comment devraient-ils y être préparés? La réponse à ces questions est de nature politique, car le sens de la mission confiée aux hauts fonctionnaires français dans le système européen dépend de la façon dont l'on conçoit la place de la France dans l'intégration européenne, une place qui fait l'objet de vifs désaccords idéologiques. Or, seule une approche pragmatique et lucide du fonctionnement de l'Europe permettra à notre élite de mériter à nouveau la confiance des Français dans leur conduite des affaires européennes. La France a perdu l'Europe. Partons d'un premier constat. La France a perdu le contrôle de l'Europe. Les craintes du général de Gaulle étaient parfaitement fondées. Ce sont les Britanniques qui sont les maîtres du jeu à Bruxelles. Ils sont aujourd'hui les plus puissants et les plus fins manœuvriers de la Commission européenne, des lobbies, du processus décisionnel, de la culture politique, économique et juridique, et bien sûr linguistique des institutions européennes. Depuis les 20 dernières années, ils travaillent sans relâche à faire l'Europe selon leur vue, pour leur économie et selon leurs règles du jeu. Nos succès ne sont que leurs concessions. Si ce constat peut paraître brutal, voire excessif, c'est parce que l'on ose reconnaître publiquement l'échec que cette situation représente pour la diplomatie française. Deuxième constat. Une majeure partie de l'élite administrative française ne considère pas cette perte de contrôle comme un échec, mais comme le signe heureux de l'européanisation de la France, dont la progression devrait s'apprécier à l'aune des sacrifices consentis sur l'autel européen. Moins la France est écoutée à Bruxelles, plus nous devrions nous réjouir de notre capacité à faire prévaloir le bien-être européen sur nos égoïstes intérêts nationaux. Il règne en effet une véritable eurolatrie au sein de nos élites, qui regardent l'idée européenne, qu'elle suppose parfaitement incarnée par la Commission européenne, comme un nouvel horizon idéologique où sont projetés tous nos mythes nationaux en perdition. Elles sont d'autant plus portées à y croire au niveau européen qu'elles déplorent leur disparition au niveau national. Dans ce contexte, il est devenu politiquement très incorrect de s'interroger sur les bienfaits réels de l'Europe ou sur la manière d'y retrouver notre influence, pas seulement au profit de nos grandes idées, mais surtout de notre économie, de nos emplois, de notre culture politique et juridique et de nos aspirations tout simplement. Cette perte d'influence de la France, dont les médias font régulièrement état, n'est pourtant pas simplement dommageable pour l'ego de l'État français. Elle explique aussi dans une large mesure la coupure croissante entre les élites, l'idée européenne et le peuple français, qui a débouché sur le non au référendum du 29 mai 2005. L'Europe à l'anglo-saxonne que nous connaissons aujourd'hui ne se contente pas de bouleverser certaines de nos conceptions. Elle heurte très concrètement nos intérêts directs, c'est-à-dire notre économie, nos emplois, notre capacité d'influence. Aucune analyse économique sérieuse et objective, y en a-t-il, n'a été menée sur cette question, parce qu'il y a fort à parier que le résultat serait effectivement politiquement cruel, l'Europe réelle n'étant pas au quotidien aussi bénéfique que l'Europe idéale que l'on ne cesse de promettre.
Si la question du patriotisme économique européen a d'abord été posée en France, c'est parce que l'Europe ouverte, l'Europe marché global, est bien plus favorable à l'économie de services qu'est la Grande-Bretagne qu'à l'économie encore industrielle et agricole qu'est la France. La réaction virulente de certains de nos partenaires européens à cette proposition française formulée en 2006 par Dominique de Villepin donne la mesure des intérêts économiques en jeu. À partir de ce constat, 3 attitudes sont possibles. Soit nous courbons la tête en faisant notre mea culpa sur l'inadaptation du système français, sur la nécessité d'entrer dans la mondialisation en nous pliant à l'ordre faussement libre-échangiste anglo-saxon. Soit nous adoptons une attitude purement et inutilement défensive, essayant de conserver nos acquis sociaux tous azimuts et nos déficits publics. Ces 2 solutions ayant pour point commun de n'avoir aucunement la volonté avoir prise sur les dérives de la machine européenne, mais simplement de les accepter ou de les refuser en bloc. Soit enfin nous avons l'ambition de reprendre la main, c'est-à-dire d'investir à nouveau dans la maîtrise d'une intégration européenne qui nous échappe aujourd'hui complètement, pour faire en sorte que l'intérêt général européen soit aussi l'intérêt français. Car l'intérêt général européen, ce n'est pas le fruit d'un consensus bienveillant entre 27 pays membres discutant amicalement autour d'une grande table ronde, c'est le compromis imposé par le plus fort, et nous sommes aujourd'hui dans le camp des vaincus. Former les hauts fonctionnaires à l'Europe, oui, mais comment ? Dans cette guerre d'influence qui se joue au niveau européen, rappelons que les services secrets britanniques sont bien plus présents que les nôtres à Bruxelles. La formation et le suivi de la carrière des hauts fonctionnaires constituent un enjeu déterminant. Il n'existe en effet que 2 manières de préparer un haut fonctionnaire français à l'Europe. La première est de favoriser son européanisation, c'est-à-dire sa faculté de penser et de se comporter comme un fonctionnaire européen. C'est la ligne choisie actuellement en France, et c'est le sens de la dernière réforme en date de l'ENA, qui s'est accompagnée d'un changement de nom imposé par son directeur en 2005. L'ENA porte désormais le sous-titre un rien prétentieux mais surtout ridicule des ' École européenne de gouvernance. L'ENA n'est ni une école européenne, ni une école de gouvernance. Dans le schéma choisi, l'idée même de préparer les futurs hauts fonctionnaires français à l'Europe, c'est-à-dire leur apprendre à maîtriser ses leviers décisionnels, est suspecte d'euroscepticisme. Aussi le sens de cette préparation aux institutions européennes reste volontairement non défini. Il revient à chaque élève de choisir sa propre approche de la chose européenne, mais à aucun moment ils ne seront explicitement invités à comprendre les rouages des institutions européennes dans l'optique d'une meilleure défense des intérêts français, contrairement à leurs homologues britanniques. Une telle perspective les conduirait à d'affreux réflexes nationalistes, là où seule l'abnégation et le sacrifice des intérêts de la France dussent être à même de faire progresser l'Europe. Voilà en résumé pour la pratique actuelle, et nous montrerons qu'elle repose non seulement sur une approche archaïque et faussée de l'intégration européenne, mais qu'elle risque in fine de la desservir. Nous défendons ici la seconde manière de préparer un haut fonctionnaire à l'Europe, à savoir qu'un élève de l'ENA est un futur haut fonctionnaire français, appelé avant tout à défendre intelligemment les positions et l'influence française en Europe, et à façonner l'Europe elle-même selon nos ambitions, afin de sortir d'une attitude défensive qui ne donne aucun résultat sur le long terme. En aucun cas il ne s'agit ici d'une approche anti-européenne, ou même simplement utilitariste, mais d'une approche réaliste, fondée sur l'appréciation de la construction européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et non telle qu'on pourrait la souhaiter idéalement, seule à même de garantir à long terme la pérennité de la construction européenne. Disons tout de suite quelques mots du système britannique. La haute fonction publique du Royaume-Uni est recrutée via le système du Fast Stream qui comporte une voie externe et une voie interne. Après le concours d'entrée, la scolarité est dominée par les stages, en réalité plutôt un apprentissage. Les élèves n'y ont pas le statut de stagiaire inconnu en Grande-Bretagne, mais de fonctionnaires juniors, et se terminent par le recrutement des jeunes fonctionnaires par les ministères selon un processus apparenté au secteur privé qui ignore le système français du classement de sortie. Au sein du Fast Stream existe une voie d'élite, sur laquelle le Foreign Office a la haute main. C'est le European Fast Stream, au sein duquel sont sélectionnés chaque année une quinzaine de hauts fonctionnaires appelés à effectuer une partie de leur carrière à Bruxelles, l'équivalent de nos experts nationaux détachés. Si l'on voulait comparer avec l'ENA,
C'est comme si les élèves sortis dans la botte du classement, au lieu de choisir le Conseil d'État ou l'inspection des finances, choisissaient un poste à Bruxelles. École européenne de gouvernance a donc encore des leçons d'Europe à prendre auprès de ceux que les élites françaises traitent volontiers de méchants eurosceptiques. Il va sans dire que les hauts fonctionnaires britanniques détachés au sein des institutions européennes maintiennent une étroite relation de travail avec leur représentation permanente et avec leur administration d'origine, contrairement à leurs homologues français, comme le reconnaît pudiquement le rapport 2006 du Conseil d'État consacré à l'Europe. Il n'est pas sûr que cette étroite relation de travail corresponde exactement à l'idéal éthéré de nos chevaliers blancs de la cause européenne. Il s'agit ni plus ni moins que de l'un des vecteurs les plus efficaces d'un processus de mainmise et d'influence des Britanniques sur la Commission européenne, processus ouvertement assumé, et qui leur permet de proposer directement et subtilement, tout au moins de connaître en amont, de nombreuses législations européennes que les Français découvriront des mois plus tard, et ils ne pourront modifier qu'à la marge de politesse diplomatique d'ailleurs généralement prévue à l'usage des benets que nous sommes. C'est douloureux à entendre? Bienvenue dans l'Europe réelle. L'Europe réelle contre l'Europe mythique. Cette Europe réelle justement, quelle est-elle? Nos élites s'arrêtent généralement à la version institutionnelle, telle qu'on peut la trouver dans les documents officiels décrivant l'Europe. La Commission européenne est le vecteur de l'intérêt général européen. Le Conseil et le Conseil européen expriment les approches des États membres. Le Parlement européen incarne la légitimité des peuples. Enfin, la Cour de justice des communautés européennes assure le respect du droit pour l'application des traités. On pourrait qualifier cette approche de légitimiste, dans la mesure où elle attribue à chaque institution le rôle qui lui est officiellement dévolu. Le problème est que cette description est généralement prise pour argent comptant, par ignorance ou par idéologie eurofédéraliste. Voici donc une version plus proche de la réalité, connue certes de beaucoup, mais le plus souvent ignorée. La Commission européenne est un acteur politique qui cherche à maximiser son poids et ses compétences tout en restant très perméable aux influences concurrentes des États membres. Le Conseil de l'Union européenne et le Conseil européen incarnent autant la légitimité des peuples que le Parlement européen, qui est également un acteur politique cherchant à maximiser son positionnement et ses compétences face aux autres institutions. Enfin, la Cour de justice des communautés européennes est un acteur politique qui fait preuve d'un activisme juridique constant, visant à promouvoir sa vision supranationale de l'intégration européenne. Déroulons le fil de notre Europe réelle, acteur par acteur, en commençant par la Commission européenne. L'agenda politique d'un commissaire européen peut être schématiquement divisé en 3 parties. Récupérer les meilleurs dossiers au sein de la Commission et sans cesse proposer de nouvelles législations pour asseoir son poids et sa visibilité politique interne et externe. Défendre discrètement mais sûrement les intérêts de son État membre d'origine, afin notamment de s'assurer d'un retour glorieux. Travailler à l'élargissement des compétences de la Commission européenne au détriment des États membres. Un travail pour lequel le commissaire N' est généralement qu'un porte-parole de sa direction générale, c'est la partie presque inconsciente de son travail. Le pouvoir au sein de la Commission appartient aux directeurs généraux des grandes directions générales. Les Français ont d'ailleurs sans surprise été totalement écartés des directions générales les plus importantes lors du dernier mouvement de directeurs en 2005. Il ne leur reste que l'agriculture. Les directions générales possédant l'expertise sur des sujets qui peuvent atteindre une grande complexité, elles sont en mesure d'orienter les commissaires européens vers les choix politiques qui ont leur préférence. Les cabinets des commissaires, composés au maximum d'une dizaine de membres, n'ont ni le temps ni les moyens de remettre en cause les orientations des services, et de nombreux dossiers arrivent ainsi sur la table du commissaire avec des conclusions déjà tirées et prêtes à signer. Le clivage entre le commissaire et sa direction générale est d'autant plus marqué que les services sont physiquement séparés des cabinets, et que les rencontres entre commissaires et direction générale se font sur un mode relativement solennel et à un rythme peu élevé. Pour les États membres, la clé de l'influence ne se situe donc pas essentiellement au niveau de leurs commissaires, mais bien des directions générales, ce qu'ont parfaitement compris les Britanniques. S'il en est ainsi, c'est parce que les fonctionnaires de la Commission sont pour la plupart des fonctionnaires européens de carrière. Ils doivent leur ascension à l'Europe.
Rétifs à toute autocritique, ils ont développé un complexe de citadelle assiégée, et voient dans tout projet de réforme de la Commission un outil de lutte des États membres contre l'élargissement de ses compétences. Leur conception de l'intérêt général européen est très simple. Il faut bien avoir conscience de cette donnée fondamentale de l'activité normative de la Commission européenne. Il n'est pas un dossier, pas une proposition de législation venant d'elle, qui n'ait pour objectif un accroissement même minimal de ses compétences. La Commission européenne a un comportement d'agence. Elle travaille essentiellement à l'édification de son influence politique, notamment contre le Conseil de l'Union européenne, en association avec la Cour de justice des communautés européennes et souvent le Parlement européen. Ceci étant dit, il ne faut pas voir le jeu politique européen comme une lutte entre Commission et États membres. Bien au contraire, il s'agit plutôt d'une lutte entre États membres utilisant la Commission comme source de législation. La vraie bataille serait plutôt pour la maîtrise de la Commission. Les États sont en effet les premiers demandeurs de législation communautaire, non pas tous en même temps, mais plutôt en tant que coalition d'États partageant des intérêts communs. La Commission en tire au passage le meilleur profit, en prélevant en quelque sorte son tribut en termes d'accroissement de ses compétences. Susan Schmidt a parfaitement identifié la capacité de la Commission à utiliser à la fois le temps dont elle dispose, n'étant pas soumise aux échéances politiques nationales, et les acteurs institutionnels, pour faire avancer ses propres pions. Elle identifie tout d'abord les États membres susceptibles d'être opposés à une législation, et les cible un à un, avec l'aide de la Cour de justice, jusqu'à ce que ces mêmes États deviennent demandeurs d'une législation européenne. L'exemple type donné par Susan Schmidt est la libéralisation des services aéroportuaires, à laquelle 7 États étaient initialement opposés. La Commission a cassé un par un les monopoles nationaux à partir de 1990, jusqu'à permettre en 1995 l'adoption d'une directive demandée par une majorité de pays, puisqu'il y avait désormais intérêt, ayant adopté des réformes qui les rendaient vulnérables à la concurrence en l'absence de législation européenne. Le déclin de l'influence française au sein de la Commission européenne est criant. On pourrait ne pas s'en inquiéter si la Commission était une institution authentiquement sourde aux influences nationales. Ce n'est évidemment pas le cas. Si la Commission se comporte globalement en tant qu'acteur politique européen, les législations qu'elle propose et les politiques qu'elle défend ne sont pas neutres au regard des intérêts nationaux. La Commission européenne est en effet très perméable à l'influence des États et des lobbies de toutes sortes, et ce sont les plus malins et les plus actifs qui emportent la mise au niveau du contenu des politiques proposées. Beaucoup de commissaires européens sont d'ailleurs quotidiennement en rapport avec la représentation permanente de leur pays d'origine. Certains pays utilisent directement les fonctionnaires de la Commission comme point d'entrée, pour influencer ou directement proposer des législations communautaires. Il est donc essentiel pour la France de reprendre pied au sein d'une institution qui ne lui est plus spontanément favorable, tout simplement parce qu'elle est le théâtre d'une guerre d'influence permanente que nous avons pour le moment perdue, nous verrons pourquoi. L'action du Parlement européen est comparable à celui de la Commission en termes de comportement d'agence. Il mène une guerre permanente d'accroissement de ses compétences vis-à-vis de la Commission et des États membres, et on peut dire que dans ce domaine, il a obtenu de réels succès, si bien que le Parlement européen est aujourd'hui un acteur politique influent que les Français ont également négligé. Contrairement à ce que laisse entendre le discours usuel, le Conseil de l'Union européenne est aussi et même plus porteur de la légitimité des peuples que le Parlement européen. Tout comme pour les autres institutions, les Britanniques ont placé leurs hommes aux meilleures places au sein du Conseil, notamment au secrétariat général, chargé de la représentation extérieure de l'Union européenne. La Cour de justice des communautés européennes, CJCE, loin de l'arbitre neutre, impartial et aveugle des contes de fées pour le club Mickey des amis de Jean Monnet, est un organe militant, allié objectif de la Commission dans son combat pour une intégration européenne par érosion des compétences des États.
L'activisme de la CJCE et sa contribution politique à l'intégration européenne sont désormais bien connus et ont fait l'objet de nombreuses études et tensions. Pourtant, l'approche naïviste, mais surtout négligente, vis-à-vis de cette institution stratégique reste persistante. Les États membres sont les acteurs les plus paradoxaux, en apparence, du système européen. Leur stratégie repose généralement sur un double fondement: une composante structurelle, qui détermine les orientations de long terme, par exemple, l'attachement des petits pays à une Europe fédérale qui démultiplie leur influence, l'attachement des pays atlantistes à leurs relations avec les États-Unis, etc., et une composante conjoncturelle, qui dépend essentiellement de l'état de la politique nationale, utilisation de l'Europe comme forum de promotion médiatique, dénonciation de la Commission comme bouc émissaire pour certaines politiques qui mécontentent, etc. Les États sont en ce sens les premiers acteurs de l'Europe, mais ce sont des acteurs isolés. L'addition de leurs comportements individuels ne rend pas compte de la marche générale de l'Europe, qui n'est pas simplement une caisse de résonance des intérêts qui s'y confrontent. Quelques mots enfin des acteurs les plus actifs et les plus discrets du système: les lobbies, groupes d'intérêts régionaux, commerciaux, industriels, religieux, États et services secrets étrangers et leurs faunées, etc. Ce sont probablement les premiers défenseurs de l'Europe, qui historiquement leur a permis des avancées considérables qu'ils n'auraient jamais obtenues dans chaque pays pris individuellement, face à des traditions politiques nationales souvent rétives aux pressions minoritaires et plus méfiantes vis-à-vis des pressions étrangères de toute nature. Que cherchons-nous à montrer à travers ce très court portrait des principaux acteurs de l'Europe? Simplement que les institutions européennes ne sont pas les figurines désincarnées des dépliants pour touristes, mais des acteurs politiques qui cherchent chacun à maximiser leur influence, leur positionnement et leurs intérêts, et ce en toute occasion. Ceci ayant été abondamment décrit par les observateurs et chercheurs anglo-saxons, dont les gouvernements ont su tirer toutes les conséquences. La contribution de l'idéal européen à la construction européenne doit être bien remise à sa place, c'est-à-dire plutôt en fin de liste. Ainsi va le monde, et cela ne rend pas la construction européenne indésirable pour autant. Cela signifie simplement qu'il n'y aura pas d'Europe pérenne, d'Europe forte, d'Europe unie et capable de se défendre efficacement, sans que chaque pays en son sein n'ait trouvé dans la participation à l'Union un intérêt durable, et cet intérêt doit être explicitement et activement recherché, grâce à un ensemble de moyens qui permettent à chacun de trouver un équilibre entre les sacrifices consentis et les bienfaits attendus. N'oublions pas que l'Union européenne a déjà atteint son objectif historique, à savoir assurer la paix entre les nations européennes. Il est beaucoup moins évident aujourd'hui d'associer la construction européenne avec un projet aussi clair et fédérateur, à l'heure où elle tente à ne présenter comme finalité qu'elle-même, dans un élan incantatoire souvent artificiel. Le sentiment populaire vis-à-vis d'un grand marché ouvert sur le monde et peu enclin à définir ses frontières et son identité peut très rapidement basculer de l'adhésion au rejet. Quelle conclusion tirer pour la France de cet aperçu réaliste du fonctionnement de l'Europe? En premier lieu, nous en retirons le même enseignement que le Conseil d'État, que l'on ne saurait soupçonner d'euroscepticisme. Si la France n'alimente pas le système européen de décision de ses ambitions et propositions, elle sera inéluctablement acculée à des positions purement défensives, face à d'autres conceptions dont elle éprouvera le plus grand mal à éviter qu'elles ne triomphent. Le Conseil d'État reconnaît ici qu'il ne suffit pas à la France de tourner des yeux énamourés vers la déesse Europe, pour qu'elle lui prodigue ses bienfaits. En d'autres termes, si la France refuse de s'engager dans la bataille d'influence qui se déroule à Bruxelles, et qui obéit à des règles qui nous sont pour beaucoup encore inconnues ou peu familières, l'Europe risque de représenter une source croissante de difficultés et de frustration, et ce d'autant plus que les politiques historiquement favorables à l'influence française, politique régionale, agriculture, perdront en importance. Le non au référendum sur la Constitution européenne constitue sur ce point un avertissement populaire sans équivoque. Il ne suffira pas à l'avenir de présenter l'Europe comme le progrès pour susciter l'adhésion. En second lieu, si la France veut réellement aboutir dans son projet historique, qui conserve toute sa valeur, de faire de l'Europe une Europe puissance, sans qu'elle signifie en même temps la destruction des États-nations, elle doit en prendre les moyens.
L'idée que l'Europe doive défendre les intérêts européens est une idée française contre laquelle se battent actuellement avec succès les anglo-saxons. L'idée que l'Europe doive défendre l'économie européenne, en matière commerciale et industrielle, c'est-à-dire restaurer là où cela est nécessaire un certain degré de protectionnisme, est également une idée française combattue avec acharnement par les Britanniques, via notamment le commissaire européen chargé du commerce Peter Mandelson. Ce que les Britanniques nomment actuellement l'intérêt européen n'est rien d'autre que leur conception de l'intérêt européen, c'est-à-dire tout simplement leur intérêt propre, et souvent celui des Américains. Or il faut le dire avec force, l'intérêt européen ne peut être qu'un compromis entre des intérêts contradictoires. Tout l'enjeu de l'intégration européenne consiste à s'assurer qu'il ne se crée pas de déséquilibre trop fort au détriment d'une partie de l'Europe. Mais allons plus loin. La réalité est que les Britanniques ne veulent pas de l'émergence d'un intérêt européen qui ne pourrait en réalité que s'affirmer vis-à-vis de leurs protecteurs américains. Florence Autrey, dans L'Amérique à Bruxelles, Seuil 2007, a parfaitement identifié la réticence et les difficultés de l'Europe à faire prévaloir ses intérêts dans de nombreux dossiers Microsoft, Galileo, Reach, etc. L'auteur conclut d'ailleurs en citant Raymond Aron, qui en 1934, après l'accession de Hitler à la chancellerie, avait écrit « Il ne faut pas aller aux Allemands en défenseurs de la liberté mais de nos intérêts », signifiant ainsi selon elle que c'est uniquement en formulant notre intérêt que l'on pourra établir le rapport de force propre à sauvegarder le cas échéant notre liberté, et certainement pas en se drapant dans le moralisme. Cela est valable pour l'Europe comme pour la France. Comment les Français espèrent-ils faire prévaloir les intérêts de l'Europe, s'ils ne sont même pas capables d'y bâtir les réseaux de leur propre influence ? L'influence française en Europe, un déclin profond. Revenons donc sur le déclin de l'influence française dans les institutions européennes et sur ses origines. C'est seulement à partir de sa correcte appréciation que l'on pourra envisager de proposer des mesures adéquates pour la formation de nos hauts fonctionnaires. Notons d'ailleurs que ce déclin n'est pas récent, il a été observé dès la rédaction du traité d'Amsterdam. Il existe tout d'abord une dimension quantitative et institutionnelle de ce déclin, qui se traduit à travers d'une part la baisse de l'usage du français au sein des institutions européennes, d'autre part par la perte de postes clés au cours des dernières années. Les études passées s'arrêtent généralement à ce constat, sans d'ailleurs faire le lien entre ces deux données. Qu'en est-il ? Il y a deux manières de mesurer le déclin de l'usage du français. La proportion de son utilisation comme langue de travail dans les réunions des institutions, et la proportion de son utilisation comme langue de rédaction initiale des textes communautaires. Le déclin de l'usage du français comme langue d'échange institutionnel relève malheureusement d'une évolution inéluctable compte tenu des élargissements successifs et du poids de l'anglais dans les relations internationales. Ce qui ne signifie pas qu'il ne faille pas lutter avec force contre la marginalisation du français, mais cet état de fait n'est pas directement imputable à la formation des hauts fonctionnaires français. En revanche, la question de la rédaction initiale des textes est révélatrice de l'une des causes du déclin français au sein de la machine communautaire. L'absence d'investissement dans le placement et le suivi des postes subalternes de l'administration communautaire, ou plutôt considérés comme subalternes par l'administration française. Traditionnellement, la France se préoccupait surtout de placer ses ressortissants dans les postes à grande visibilité politique et médiatique, tant au sein des institutions européennes que plus généralement dans les organisations internationales. Qu'en est-il aujourd'hui ? La France a perdu des postes clés au sein des institutions européennes. Obtention d'un portefeuille de second rang, transport pour le commissaire français Jacques Barrot, faible présence au sein des cabinets des commissaires, un chef de cabinet et 2 adjoints pour 25 commissaires, perte de postes clés lors du dernier mouvement de directeurs. Le Parlement européen n'est pas en reste. Le rapport parlementaire du député Jacques Floch relève une très faible présence française aux postes qui comptent du Parlement européen, c'est-à-dire au sein des commissions stratégiques, notamment sur les questions économiques, et au poste de coordinateur. Par ailleurs, contrairement à d'autres pays, au premier rang desquels figure le Royaume-Uni, les fonctionnaires français subalternes au sein des institutions communautaires ne constituent pas des relais d'influence pour 2 raisons essentielles.
La première est que la plupart d'entre eux sont parvenus seuls au sein des institutions européennes, grâce à la réussite à un concours européen, et ont connu pour la première génération d'entre eux un parcours des outsiders en France, c'est-à-dire hors grandes écoles. La seconde est le désintérêt total, et souvent le mépris, de la diplomatie française à leur égard, qui n'entretient bien souvent avec eux que des liens très distants de courtoisie. Or, au sein de la mécanique communautaire, tout petit fonctionnaire est à un moment ou à un autre susceptible d'être le rédacteur d'une directive engageant le quotidien de 450 millions d'Européens. Cependant, quand bien même la France occuperait à nouveau des postes à haute visibilité politique dans les institutions européennes, quel en serait le bénéfice réel pour notre pays? Ni Jean-Claude Trichet à la tête de la Banque centrale européenne, ni Pascal Lamy à la tête de l'Organisation mondiale du commerce ne semblent particulièrement enclins à faire prévaloir les intérêts français, si l'on en croit les heurts réguliers avec le gouvernement français qui émaillent l'actualité. Les postes à haute exposition médiatique ne sont de toute façon pas les plus favorables au travail d'influence, car leurs détenteurs doivent veiller à ne jamais pouvoir être soupçonnés de favoritisme. Jean-Pierre Robin, rappelant la surreprésentation des Français au haut poste de la fonction publique internationale, ose poser la question : que nous rapporte-t-elle vraiment ? Il note en effet que le FMI, qui a eu à sa tête pendant 32 ans des directeurs généraux français, Pierre-Paul Schweitzer, Jacques de Larosière, Michel Camdessus, depuis sa création en 1944, reste une institution de culture totalement anglo-américaine. Ces économistes sont tous passés par les universités d'outre-Atlantique, y compris les Indiens et les Pakistanais, très nombreux, et pas un des 30 directeurs qui font actuellement marcher la boutique au jour le jour né français. La Banque centrale européenne a quant à elle acquis une tradition britannique. Sa langue de travail, ses assistantes de direction, les filières de formation exigées du personnel sont celles du Royaume-Uni, même si Albion ne fait pas partie de la zone euro. Dans la compétition planétaire, la France a certes un réel talent pour obtenir les postes de numéro 1. Mais elle tente à négliger les rôles moins en vue dans la hiérarchie, et finalement plus déterminants dans la vie de l'institution. Le même constat peut être fait au niveau des institutions européennes. Au déclin quantitatif et à la faiblesse de nos réseaux d'influence au sein des rouages communautaires s'ajoute un second élément explicatif de notre impuissance, qui est l'inadaptation de notre culture diplomatique à la politique bruxelloise. Elle présente en effet les 4 traits suivants, que nous décrirons. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.